Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la chute du mur a-t-elle fait tomber tous les murs en ce lendemain de commémoration? Nous en parlerons avec nos invités, l'historienne Sonia Combe, auteure de La loyauté à tout prix, les floués du socialisme réel qui paraît aux éditions du Bord de l'eau, et le journaliste Max Erwan Gastineau qui signe le nouveau procès de l'Est aux éditions du Cerf, 30 ans après la chute du mur. Donc l'Europe est certes réunifiée, mais est-elle désormais désunie? Nous verrons cela dans la deuxième partie de la grande table. Mais d'abord, la part de l'homme, la part de l'œuvre, alors que de nouvelles accusations de viol ont été rendues publiques contre Roman Polanski, grand prix du jury à la Mostra de Venise. Son film J'accuse sur l'affaire Dreyfus, du point de vue du colonel Picard, sort en salle ce mercredi. Un thriller historique qui nous plonge et nous replonge dans la France de la Troisième République, son antisémitisme, ses institutions, l'armée, la justice, la presse. On parle de tout ça avec nos invités jusqu'à 12h30. La grande table. Olivia Gesbert. Et elle et il sont la journaliste Florence Colombani. Bonjour. Bonjour. Critique cinéma au point, auteur de Roman Polanski, Vie et Destin, paru chez Philippe Ray avec France Culture, produit d'une grande traversée réalisée à l'été 2010. Et avec Hervé Deluz, bonjour. Bonjour. Vous êtes monteur de cinéma, monteur de Claude Berry, d'Alain Resnais et de Roman Polanski depuis Tess en 79. Absolument. Hier du Pianiste, aujourd'hui de J'accuse, ce nouveau film, votre nouveau film à tous, adapté du roman D de Robert Harris, co-scénariste déjà avec Polanski de son Ghostwriter sorti il y a 10 ans. Merci à tous les deux d'être avec nous. La part de l'homme, la part de l'œuvre, séparer l'homme et l'artiste. Difficile de faire la part des choses alors que le cinéaste franco-polonais est à nouveau accusé aujourd'hui de viol par voie de presse. Pas par voie judiciaire, par la Française Valentine Monnier. Des faits remontant, selon elle, à plus de 40 ans, c'était en Suisse. Des faits prescrits qui s'ajoutent à un dossier déjà nourri. Roman Polanski, par la voix de son avocat, dément catégoriquement. Distinguer l'homme de son œuvre, un principe mis à rude épreuve aussi par le réalisateur lui-même, qui depuis quelques semaines fait le lien entre son film et sa situation. Dans l'entretien qu'il vous a accordé pour Le Point, Florence Colombani, et c'était avant que ces nouvelles accusations voient le jour, vous lui avez posé la question sur le parallèle entre l'affaire Dreyfus, entre Dreyfus et lui. Que vous répond-il ? Il répond quelle idée, les gens qui pensent que j'établis un parallèle se trompent, ce n'est absolument pas mon intention de le faire, et il repousse catégoriquement ce lien qui a été fait, qui a été établi essentiellement par le dossier de presse qui avait été donné aux journalistes pendant la Mostra de Venise. Et dans lequel on trouvait une conversation entre Pascal Bruckner, qui a été un collaborateur de Roman Polanski, puisque Polanski a adapté son roman Lune de Fiel, et qui formule une question d'une façon, je dirais polémique, plus que maladroite, mais réellement polémique, où il sous-entend qu'en effet, il y a un lien entre ce que vit Roman Polanski sur le plan judiciaire et médiatique depuis maintenant plusieurs décennies, et la destinée d'Alfred Dreyfus. Oui, Pascal Bruckner lui demandant s'il se sentait victime d'un macartisme néo-féministe, ce sont ces termes, mettant ça sur le même plan que ce qu'il avait pu vivre ou ce qu'il a vécu comme juif sous les nazis ou comme polonais sous les staliniens, et mettant ces trois réalités, d'après lui, Pascal Bruckner, rassemblant tout ça dans une question effectivement un peu tendancieuse. Vous lui auriez posé quelle question si l'interview avait eu lieu aujourd'hui ou après ces nouvelles révélations ? Je ne sais pas quelle question je lui aurais posée, mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai lu ce témoignage de Valentine Monnier avec beaucoup d'émotion. J'ai trouvé que c'était un témoignage bouleversant, et je trouve qu'il y a aussi un moment pour écouter la parole des femmes qui se libèrent, et je ne suis pas du tout dans le désir par amour pour le cinéma de Roman Polanski, qui est un amour réel que je ressens profondément, d'écarter ces voix qui s'élèvent. Et je comprends aussi que les gens qui veulent entourer Roman Polanski de leur affection et de leur soutien soient choqués que cette accusation sorte quelques jours avant la sortie du film. En même temps, je comprends aussi le temps des médias et le fait que pour le journal qui avait ce scoop, Le Parisien, c'était logique de le sortir à ce moment-là. Elle dit aussi, il faut en revenir à son explication sur la temporalité de ces révélations, qu'elles ont été provoquées par cette intention mise
dans certaines interviews, dans certains entretiens par Roman Polanski lui-même, de dire j'accuse une partie des institutions, les médias, la justice, d'une persécution depuis 40 ans, de ne m'avoir pas fait un procès équitable dans certains cas, des médias d'en avoir beaucoup fait, de n'avoir jamais cherché à comprendre ou à entendre ma vérité. C'est par ce j'accuse de Roman Polanski qu'elle a réagi en estimant que celui qui est accusé aujourd'hui ne pouvait pas ne pas entendre la parole de celle qui l'accuse aussi. Hervé Deluz, on imagine que pour vous, monteur des films de Roman Polanski, ami probablement aussi du cinéaste, cette situation est compliquée. Qu'est-ce que vous faites de ces accusations quand vous les recevez? Est-ce qu'elles sont quand même déstabilisantes pour vous? Sur le fait que ça soit un mauvais timing, c'est clair que c'est très bizarre parce que le rôle des médias a été plutôt négatif vis-à-vis de Roman depuis des années. Et je pense que il y a peut-être cette maladresse dans l'interview que je n'ai pas lue du reste dans le dossier de presse, mais jamais, au grand jamais, Roman s'est identifié à Dreyfus pendant qu'on a travaillé, je n'ai jamais ressenti ça. De la même façon que quand on a fait Le Pianiste, c'était la vie de Spielmann, pas la vie de Roman, quoi. Il met des choses personnelles dans ses films, bien sûr, puisque c'est un grand cinéaste, mais je pense pas qu'il faille faire un amalgame à ce point-là et de dire, voilà, il s'identifie à la cause qu'il défend. Je pense qu'il a incontestablement été victime tout au long de sa vie de calomnies, de choses comme ça. Donc, il faut écouter ces plaintes avec une espèce, je sais pas, avec précaution pour savoir ce qui est vrai et pas vrai. C'est vrai que, on se dit à chaque fois, quand on voit Woody Allen qui a été 2 fois innocenté par la justice et qui continue à être un paria, on se dit, peut-être que la justice n'a pas fait son travail. Et ça, dans ce cas-là, c'est horrible. Mais pour l'instant, on est un peu obligé quand même de suivre la justice si on croit à la démocratie, à la justice. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui est trop du domaine du lynchage systématique. Mais c'est tout le problème, Hervé Deluz, c'est qu'à un moment ou un autre, Roman Polanski s'est aussi soustrait à la justice en n'allant pas au bout de sa peine, en refusant un second procès. Sa condamnation court toujours dans le temps et dans l'espace. Il n'a pas acquis le droit à être de nouveau dans la vie, pour reprendre les mots qu'a eu Catherine Deneuve lors de la présentation du film à la Mostra de Venise, début septembre, qui disait plus de 40 ans ont passé. Et même les plus grands criminels, quand ils ont fait leur peine, après 40 ans, ont droit à être de nouveau dans la vie et se recomposer une vie pour eux-mêmes. Il n'a pas fait sa peine jusqu'au bout. En tout cas, il s'est soustrait à la justice américaine. Il s'est soustrait à un juge qui était vraiment, qui voulait se faire un nom en massacrant une personnalité, quoi. Il y avait quand même un truc très douteux qui a été confirmé par plein d'avocats et même le procureur suivant. Le juge a été désavoué quand même. Donc il a fui pour éviter un juge, je dirais, tortionnaire un peu. Nous ne sommes pas juges, ni vous, ni moi. Nous ne connaissons pas la vérité, ni la réalité de ces faits. Donc, on ne va pas pousser plus en avant la discussion. Juste de dire que, quand même, J'accuse est un grand film sur la vérité. Absolument. Que Roman Polanski a toujours dit avoir sa vérité et qu'il serait peut-être intéressant à un moment qu'il tente de l'établir, non, Florence Colombani? Oui, en fait, c'est très compliqué de savoir comment, sur le plan intime c'est très mystérieux ce qui a pu se passer pour Roman Polanski dans son esprit depuis tout ce temps, et notamment cet épisode de la fuite, d'avoir quitté les États-Unis. En effet, il y avait des tas de problèmes liés au juge, etc. Mais la décision de quitter le territoire américain était quand même, on peut le dire maintenant, lourde de conséquences par la suite. Ce que ça a prouvé effectivement par la suite. Revenons juste en 2 mots sur ce que lui a dit. Effectivement, à aucun moment il ne se compare directement à ce que Alfred Dreyfus a connu et vécu. Il a simplement dit « Je connais bon nombre de mécanismes de persécution qui sont à l'œuvre », soulignant les persécutions judiciaires médiatiques dont il dit avoir été victime depuis l'assassinat de sa première épouse Sharon Tate. Voilà, le refus d'une institution, l'armée en l'occurrence, de reconnaître son erreur et son obstination à s'enfoncer dans le déni en produisant de fausses preuves. J'ai connu cela avec une autre institution que l'armée. Ce sont les mots de Roman Polanski. J'accuse, son nouveau film sort en salle ce mercredi. Il revient sur
le procès d'Alfred Dreyfus, accusé d'avoir transmis des infos à une puissance étrangère, déclaré coupable de crimes de haute trahison, victime d'un simulacre de procès militaire, condamné en 1894, envoyé sur l'île au diable, gracié en 1899, réhabilité 7 ans plus tard. On refait l'enquête avec le colonel Marie-Georges Picard. C'est son point de vue qui est adopté dans ce film. Le colonel Picard, dont le rôle méconnu aura été décisif pour établir la vérité, fraîchement nommé à la tête du service de renseignement, il va rassembler les preuves permettant d'innocenter Dreyfus. On va l'écouter dans un dialogue avec un autre officier qui, lui, a contribué à faire établir, au contraire, la culpabilité de Dreyfus. Puis-je vous demander, mon colonel, si vous en avez parlé au général Gonze? Je lui ai dit que je croyais à l'innocence de Dreyfus. Et quelle a été sa réaction? Il m'a dit de laisser tomber. Alors, bon Dieu, mon colonel, laissez tomber. Ce sont eux, les chefs. Nous suivons leurs ordres. Sinon, nous ne sommes rien. Je ne sais pas si Dreyfus est innocent, et franchement, je m'en fous. Vous m'ordonnez d'abattre un homme, et je le fais. Après ça, vous m'expliquez que vous vous êtes trompé de nom. Eh bien, je suis désolé, mais c'était pas de ma faute. C'est l'armée. C'est peut-être votre armée, commandant. Ce n'est pas la mienne. Voilà, le rôle de l'armée, c'est peut-être votre armée, commandant, ce n'est pas la mienne, sur cet échange entre les deux hommes où on comprend l'intention du colonel Picard dans cette affaire. Il a été beaucoup dit que c'est un film, d'un grand film aussi, sur l'antisémitisme. Et effectivement, on découvre, Florence Colombani, une France qui est déjà en train de basculer à la fin du 19e. Hein. Oui, c'est quelque chose d'assez passionnant dans ce film, c'est qu'on voit, c'est comme l'année zéro de la France antisémite et de ce qui nous mènera tout droit à la France de Vichy. Puisque Roman Polanski montre l'antisémitisme ordinaire, celui des conversations de tous les jours, l'antisémitisme des institutions et l'antisémitisme de la rue, puisqu'il y a une scène très saisissante qui a évidemment des échos très forts avec le pianiste, d'autodafé dans les rues de Paris et d'inscriptions antisémites sur les murs de la ville, de boutiques dont on brise les vitres. Et donc, c'est un panorama assez glaçant de cette France antisémite qui aura finalement une sorte de point d'orgue dans la période de l'occupation. Qu'est-ce que ce renversement de regard nous permet de voir ou de mieux découvrir, Hervé Deluz, le fait de ne pas traiter de l'affaire Dreyfus dans le point de vue de Dreyfus lui-même, mais à travers le personnage et le rôle qu'a pu jouer le colonel Picard? Je pense qu'il y a vraiment, ça montre toute la dualité, je sais pas, l'ambiguïté de l'âme humaine. Enfin, Picard dit qu'il vraisemblablement il n'aime pas les Juifs, mais il est très passionné par la justice et l'injustice le révolte, donc il décide de défendre Dreyfus parce que Dreyfus est victime d'une injustice. Si Roman avait pris juste Dreyfus comme héros, c'était une cause juste. Voilà, il y avait moins une dimension humaine, il me semble. Ce qui est assez formidable, c'est que le choix de l'angle de Picard permet au film de devenir un thriller. Si Roman Polanski avait fait un film sur Dreyfus en détention à l'île du Diable, il aurait été dans l'attente des nouvelles de la France. Qu'est-ce qui se passe pour mon affaire, les lettres avec sa femme, etc. Alors que là, Picard est une sorte de détective qui mène l'enquête. Et donc, il y a une structure cinématographique très forte. Et c'est pas un hasard si Robert Harris, le co-scénariste de ce film, avait écrit The Ghostwriter, qui était par ailleurs le meilleur Polanski, à mon sens, avant celui-ci. C'est-à-dire également un thriller, un film avec un suspense et une atmosphère très saisissante. Oui, puis je pense que ça permet d'introduire une certaine distance aussi. C'est vrai qu'il n'y a pas de pathos du tout. Ça reste très froid, c'est d'autant plus fort, justement, parce qu'il n'y a aucun moment où on essaye de dire la pauvre victime et tout ça. C'est vraiment un truc sur un fait de société, une injustice monstrueuse, et on reste dans un domaine qui est social, je dirais. La manière dont se noue et se dénoue aussi ce type de drame. Et c'est vrai que même en connaissant la fin de l'histoire, plus d'un siècle après, on suit le personnage de Picard, on refait l'enquête avec lui. On ne sait jamais si elle va vraiment aboutir ou ne pas aboutir, en tout cas de quelle manière il va parvenir à remonter le fil de cette injustice et à établir sa vérité. La méthode Polanski, on le dit, attentif aux moindres détails, obsessionnel du cadre, composé comme des tableaux, très directifs aussi. Vous diriez que c'est un art de la précision pour lui, le cinéma, Hervé Deluz? Oui, absolument, parce qu'il considère que plus on veut raconter une histoire abracadabrante, plus il faut que les détails soient justes pour que les gens y croient.
Donc il y a un exemple qui est le décor du locataire, par exemple. Il a fait un décor qui semblait complètement absurde et qui joue un rôle dramatique phénoménal parce que tout d'un coup on est complètement pris dans une dimension je dirais presque extraterrestre. Enfin il y a vraiment et tout ça joue dans tous les détails jouent pour la narration, vraiment. C'est quelque chose de concentré pour arriver à une plus grande précision et que le spectateur soit complètement emporté et croit vraiment à l'histoire, quoi. On imagine qu'il est tout autant présent au montage. Est-ce que c'est le cas? Oui. Ouais, mais est-ce qu'il filme déjà en ayant le montage en tête? Non, je pense pas. Je pense qu'il filme. Il filme. Enfin, il a bien sûr une vision, absolument, puisqu'il ne tourne jamais à deux caméras. C'est quelque chose de très précis. Il y a toujours un point de vue et la caméra est toujours placée au bon endroit parce que il sait où il va. Mais après, pour le montage, il fait du montage comme n'importe quel réalisateur. C'est pas comme Alain Resnais où les plans étaient déjà prévus au départ. On savait où on allait. C'est très différent, quoi. Il y a un vrai travail de montage après. Est-ce que ça vous oblige, vous, le monteur, à être présent au tournage? Non. Enfin, d'habitude, il aime bien ça. Là, sur ce film-là, j'ai commencé après. Mais d'habitude, il aime bien ça. Mais c'est pas tellement pour voir le montage des scènes, c'est plus pour s'occuper des transitions entre les scènes. Parce que c'est quelque chose qui, effectivement, quand on est parti dans une scène, on a vraiment la tête dans la scène. On n'a pas tout le film en tête. Et donc, les transitions, c'est toujours le maillon faible, je dirais. Donc, il faut vraiment soigner ça. D'un film à l'autre, Roman Polanski dit qu'il faut toujours garder le modèle du film en tête. On l'écoute. Pour moi, ce qui est essentiel de ne pas oublier le modèle qu'on se fait dans la tête du film avant de commencer le travail. C'est quand on entreprend un sujet, quand ensuite on travaille sur le scénario, quand on prépare tout, on a ce film en tête en fait. J'appelle ça le modèle, le film que je vais garder. Et je sais que pendant la production, plus proche je termine de ce modèle original, mieux c'est. Il faut que ça soit la réplique identique. Et c'est très très dur, parce que dès que vous vous retrouvez sur le plateau, le premier jour de tournage, vous constatez déjà que les costumes ne sont pas exactement comme vous les avez imaginés, même si vous avez travaillé avec le costumier ou la costumière, que les décors ne sont pas exactement comme vous le vouliez, comme vous les aviez en tête, que les acteurs ne sont pas exactement des personnages que vous avez imaginés, etc., etc. Ça s'accumule. Art de la précision et art du contrôle, hein, Florence Colombani. Hein. Oui, d'ailleurs, dans l'entretien qu'il nous a accordé à Philippe Gage et moi pour Le Point, il a beaucoup insisté sur la ressemblance extraordinaire entre les personnages réels et les acteurs qu'il avait trouvés. Je sais que pour les décors aussi, il y a eu une recherche très méticuleuse pour reproduire exactement la configuration du tribunal, les locaux de l'armée. Il y a toujours chez Roman Polanski ce souci du détail, mais aussi ce souci de la véracité historique quand il s'agit d'un film d'époque. J'imagine que pour Le Pianiste, ça avait été exactement la même méticulosité. Et je pense que c'est un amour du cinéma dans ce qui peut ramener du réel, dans ce qui peut ressusciter du réel, qui explique aussi la force de ces films. D'où l'importance des décors pour ce film aussi, J'accuse, Hervé Deleuze, de cet hôtel du renseignement totalement poussiéreux, décrépit, qui montre glauque, aussi un univers en décomposition, hein, oui, jusque dans les murs. Et ça joue énormément, et la lumière est très sombre, enfin il y a vraiment une atmosphère de maison hantée presque, enfin il y a quelque chose de terrible, on sent que tout peut se tramer derrière ces murs, quoi. Oui, d'ailleurs, j'ai toujours été frappée par la vision de Paris dans les films de Roman Polanski. C'est toujours un Paris très glauque, très inquiétant, un Paris très déprimant. Le comble de ça étant bien sûr le locataire, avec son fameux immeuble, en effet, tout à fait effrayant. Et puis là, du coup, le J'accuse entre en résonance avec ces autres films de Polanski qui se passent à Paris. C'est une vision très particulière. Il semblerait que la musique arrive après. Est-ce que c'est une particularité de ce J'accuse, de tous les films de Roman Polanski? On écoute en tout cas quelques notes du Quatuor avec piano numéro 2 de Gabriel Fauré, utilisé dans le film.
du quatuor de Gabriel Fauré aux compositions d'Alexandre Desplat, qui a rejoint une fois encore le collectif pour ce film J'accuse, Hervé Deleuze. Alors, est-ce que la musique arrive vraiment après le montage? Là, sur ce film, oui. Bon, sur les autres films de Roman, C'était différent. On met toujours un thème, ce qu'on appelle un theme score, enfin une musique temporaire, qui est en général une œuvre du compositeur qui va faire le film. Mais là, on a monté vraiment sans musique du tout, et la musique est arrivée à la fin. Oui. Pourquoi ça manquait de rythme? Pourquoi? Parce que ça, je sais pas, il y a beaucoup de dialogue, et puis c'est comme il y a un côté très réaliste, peut-être, c'était le côté un peu à la suite du pianiste. C'est ce côté, le pianiste, c'était filmé comme des actualités un peu. Là, on est plus dans un truc cinématographique, mais le cinéma est quand même un peu en retrait, quoi. On essaye de pas trop faire cinoche, et donc toutes les choses qui enrobaient trop les scènes, peut-être nous dérangeaient. On savait pas quelle musique mettre au départ, et puis c'est venu peu à peu. On s'est dit qu'il fallait de la musique quand même, parce que ça apporte des émotions énormes, et voilà. Mais on voulait pas tomber dans le pathos, donc c'est vrai que la musique, c'était pas la priorité, qu'on avait peur de ça un peu. Avec nous jusqu'à 12h30, le monteur de J'accuse, le nouveau film de Roman Polanski qui sort en salle mercredi, Hervé Deleuze, et la journaliste Florence Colombani, auteure de Roman Polanski, Vie et Destin, critique cinéma aussi au Point, qui a réalisé un entretien avec le cinéaste, le réalisateur, à l'occasion de la sortie de ce film. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Alors il y a dans ce film un certain nombre de scènes très marquantes, à commencer par la scène d'ouverture, la scène de dégradation du capitaine Dreyfus après sa condamnation. De quoi a-t-il l'air, demande un officier, d'un tailleur juif qui pleure tout son or qui va à la poubelle, répond un autre avec des rires complices, des rires entendus. Il y a aussi cette scène où ce même colonel qui interrogeait l'officier, colonel mis à la retraite, alité, rongé par une syphilis au stade tertiaire, apprend-on de la bouche du colonel Picard, pointe la dégénérescence de toutes nos valeurs morales et politiques à cause des Juifs. On évoquait l'antisémitisme plus que rampant à cette époque-là, l'antisémitisme ordinaire de cette France qui est comme l'univers représenté dans le film, presque en état de décomposition, avec des valeurs qu'elle peine à retrouver. C'est totalement kafkaïen ce qui est mis en scène dans ce film, hein. À la fois de la grande muette, des silences de l'armée qui s'autoprotège, de la justice qui ne parvient pas à établir la vérité. Où sont les garde-fous ? Ça, on se demande où sont les garde-fous, effectivement, parce que c'était un petit capitaine qui a été humilié d'une façon phénoménale, puisque cette dégradation, il y avait je ne sais pas combien de régiments, il y avait une foule immense, juste pour un petit bonhomme qui était accusé de traîtrise. Enfin, c'était phénoménal. Donc on sent que la société avait besoin comme d'un bouc émissaire. Moi, je n'arrive pas à comprendre d'où ça vient, mais c'est vrai que c'était phénoménal. On voit le résultat et c'était un truc terrible, quoi. Quelle conception se fait pour vous, Florence Colombani, Roman Polanski, de la vérité dans la vie, mais aussi à travers cette mise en scène, ce film J'accuse. Ici, on a le sentiment que la vérité est comme un puzzle qu'il faudrait reconstituer, qu'il y a toujours une pièce manquante, hein. Oui, c'est d'ailleurs un leitmotiv du cinéma de Roman Polanski que le puzzle des Rosemary's Baby, on devait reconstituer le titre d'un livre avec des lettres de Scrabble. Et c'est quelque chose qui revient de façon récurrente. Et d'ailleurs, j'étais très frappée par le fait que dans J'accuse, un élément essentiel, c'est le télégramme déchiré qui, par sa recomposition, le petit bleu, permet de comprendre le fin mot de l'affaire. Je dirais qu'en effet, le mot kafkaïen a été très utilisé pour qualifier le cinéma de Polanski, à juste titre, puisque c'est un cinéma qui est hanté par la culpabilité, le malaise, une sorte de tragédie qui rôde et qui va toujours accabler le personnage. Mais il y a quand même quelque chose de différent dans ce film-là, c'est que c'est malgré tout une histoire qui se finit bien. C'est une histoire où, certes, au sein des institutions, il y a quelque chose qui ne va pas, mais il y a aussi une presse qui joue son rôle, grâce à Émile Zola, un juste qui est Picard, qui mène son combat alors que ça lui coûte, dans un premier temps, absolument tout, et en fin de compte, quelqu'un qui est réhabilité. Donc il y a quelque chose d'assez différent finalement de beaucoup d'autres films de Roman Polanski dans J'accuse, c'est qu'on va vers une issue positive à cette histoire précise en tout cas. Mais vous dites que c'est aussi peut-être un film historique, enfin peut-être assurément même à partir d'une affaire connue et commune, et en même temps ça reste un film très personnel. Il l'avait beaucoup dit du pianiste, on le retrouve aussi à travers ce film qui lui
tenait à cœur, puisque ça fait des années, plus de 7 ans qu'il entend le réaliser, et qui recoupe plusieurs des thématiques de ses films, l'enfermement, le complot, l'antisémitisme, c'est cet univers kafkaïen que vous évoquiez. C'est le plus personnel pour vous ? Non, c'est pas le plus personnel, mais c'est assurément un film extrêmement personnel, et c'est la marque du grand cinéaste qu'est Roman Polanski de toujours, à travers tous ces sujets, réussir à en faire quelque chose de très intime. C'était le cas quand il a fait Oliver Twist, adaptation littéraire la plus classique qu'on puisse imaginer, et en même temps où il réussissait à en faire un film sur sa propre enfance, avec lui, son passé d'enfant caché dans la campagne polonaise, et Oliver Twist, sa tragédie. Le parallèle était évident. Là aussi, dans J'accuse, on sent. Je trouve que c'est un film qui, par le fait qu'il va aux racines de l'antisémitisme français, renvoie à son passé, à lui, de rescapé de la Shoah, de façon très frappante. Et puis, il y a en effet des tas de motifs récurrents, comme l'immeuble, le puzzle, le complot. Tout ça, ce sont des choses qu'on retrouve dans la plupart de ses films. Hervé Deleuze, Je pense que, pour moi, le Ghostwriter est un film extrêmement personnel aussi. Il y a mis énormément de sa vie, de ses rapports avec la presse. C'est phénoménal. Et ça, tous ces films sont de plus en plus personnels. Je pense que c'est la marque des grands artistes en même temps. Oui. Et en même temps, ça conforte ce qu'on disait en ouverture de cette émission, difficile de distinguer l'homme de l'artiste, l'homme de son œuvre, la part de l'homme, la part de l'œuvre. Une fois encore, c'est forcément, elles se recoupent. Oui. Oui, mais les films ne sont pas noirs, justement. L'homme n'est pas noir, je crois. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus autour de cette grande table à l'occasion de la sortie dans 2 jours du film J'accuse, le nouveau film de Roman Polanski avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuel Seigné. Et puis, choix artistique et décisif, beaucoup de comédiens de la comédie française réunis sur le plateau, des très très bons comédiens, pensionnaires actuels ou anciens comme Grégory Gadebois. Merci. France Culture, l'esprit d'ouverture.